Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant, toujours dans cette approche de critique qu'on appelle la grande logique, c'est-à-dire la logique en rapport avec le réel. Cette logique philosophique particulière qui n'est pas simplement abstraite. Je voudrais aborder la question du jugement, ce jugement au service de la vérité. C'est un sujet extrêmement important que le Père Marie-Dominique Philippe ne cessait de développer dès le départ de sa philosophie, parce qu'il s'était rendu compte que les philosophes scolastiques, à force de développer une logique formelle, ça veut dire de regarder comment raisonner abstraitement, sans jamais retourner au réel, eh bien, comment ils avaient peu à peu séparé l'intelligence humaine de son objet, à savoir la recherche de la vérité. Et donc lui, loin de développer cette logique-là, il le faisait parfois à la fin de ses leçons, ce qui était véritablement une opposition flagrante avec ce que se faisait habituellement dans les cours de scolastique. Eh bien, il développait une logique qu'on appelle matérielle, une logique toujours liée à son objet, en philosophie, à savoir la recherche de la vérité. Et il le faisait en insistant énormément sur ce qu'il appelait le jugement d'existence, et que je repréciserai donc à la fin de cette leçon. Alors d'abord, rappelons ce que c'est que la vérité. La vérité, pour Aristote, c'est la conformité de mon jugement à la réalité. C'est donc le rapport entre ce que je comprends et un maître qui le dépasse, qui le devance, qui est avant lui, et qui est le réel. Et donc, pour Aristote, il y a dans la vérité une dépendance fondamentale, une attitude d'humilité de l'intelligence, qui a avant elle quelqu'un qui lui apprend des choses. Et Aristote précisait que la vérité, on ne la trouvait pas d'abord chez des maîtres, des professeurs, mais on la trouvait toujours dans le rapport direct, vital, avec la réalité qu'on observait. Alors il ne niait pas du tout, l'importance des maîtres. Les maîtres sont plutôt pour les débutants. Ce sont des supports qui permettent peu à peu de former dans son intelligence ce qu'on appellerait dans une pensée de saint Thomas d'Aquin un habitus, une vertu qui fait que instinctivement, dès qu'on lui pose une question, l'intelligence s'en réfère à l'observation de la réalité qu'elle a en elle, puisque, par définition, un philosophe qui est quelqu'un qui a vécu, qui n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a une partie d'expérience en lui. Ce rapport de l'intelligence au réel, c'est véritablement pour un jeune qui s'est formé dès le départ à l'école de la philosophie réaliste, ça devient comme une seconde nature, au point que, lorsqu'il est confronté à la manière de faire de la philosophie actuellement dans les universités, et qui consiste non plus à se fixer sur le réel, mais à se fixer sur des auteurs successifs, contradictoires, pour exprimer leurs pensées, eh bien, il a énormément de mal à rentrer dans cette forme de fonctionnement intellectuel. Par contre, lorsqu'un philosophe réaliste se trouve confronté à un scientifique actuel, un biologiste qui observe, qui apprend à ses élèves l'observation, un physicien, eh bien, il n'a aucun mal à être en harmonie directement avec la pensée scientifique moderne, parce qu'elle est, elle aussi, réaliste. Cet état d'esprit qui fait du philosophe réaliste un serviteur à l'écoute du réel est quelque chose d'ailleurs qui est fort préjudiciable actuellement pour les philosophes réalistes lorsqu'ils veulent passer des diplômes habituels en université. Ils ont parfois du mal. Pourtant, il faut maintenir cette attitude-là. Je dirais que, en critique philosophique, c'est presque l'aspect essentiel. Je dirais que toute la critique philosophique, elle est fondée sur ce problème-là. Le problème du jugement qui ne vise qu'à une chose, qui n'a qu'un seul objet, la recherche de la vérité, ça veut dire la réalité. Alors, j'avais montré dans la leçon précédente que le jugement, il a en lui-même des éléments
qui le composent et qu'on appelle des appréhensions qui aboutissent à des concepts qu'on peut d'ailleurs définir. Cependant, il ne faut pas s'illusionner. L'appréhension n'est pas une opération parfaite. Et c'est justement, encore une fois, parce que les scolastiques étaient fascinés par le fait d'aboutir à des définitions le plus précis possible et de tourner comme ça sur les définitions, qu'ils ont fini par couper la réalité dans la partie décadente de leur histoire, par couper la philosophie de son objet qui est la vérité. En effet, ce qui préside à la définition, ce qui lui donne sa valeur, ce qui en fait un instrument, c'est encore une fois le jugement. Je vais donner quelques exemples pour montrer à quel point le jugement permet de ne pas s'illusionner sur nos définitions et leur pauvreté. On sait qu'on définit l'homme comme étant un animal raisonnable. Ça, c'est de l'ordre de l'appréhension, ça veut dire la première opération qui essaye de donner une définition aussi précise que soit du concept d'homme. Animal raisonnable, voilà quelque chose qui semble, comment dirais-je, parfait, qui semble indiquer qu'on ne s'est pas trompé. Eh bien, effectivement, lorsque le jugement se pose sur un homme et qu'il le compare à un chat qui se promène par là, eh bien, il constate qu'effectivement, l'homme, ce qui le caractérise par rapport au chat, c'est qu'il est un animal raisonnable. Cependant, est-ce qu'on peut dire que par ce concept, défini ainsi, animal raisonnable, l'homme, dans son jugement, a atteint la vérité de l'homme en tant qu'objet d'observation qui est devant lui? Eh bien, je répondrai que non, bien évidemment, et c'est le jugement qui le montre. Le jugement, il va montrer que cette définition-là, c'est juste un instrument logique, pratique, pour discriminer le chat de l'homme, le chat du chien, pardon, l'homme du chien, etc. Mais en réalité, cette définition de l'homme, elle n'est qu'un instrument bien pratique, une étiquette. Elle n'atteint en rien la réalité profonde de l'homme. La réalité profonde de l'homme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que animal raisonnable. Par sa nature biologique et sensible, l'homme est certes un animal, mais il n'est pas n'importe quel animal d'abord. Il est un animal du genre des primates, des hominidés. Et en imaginant qu'il puisse exister sur Terre, ou quelque part dans une autre planète, un autre animal, par exemple un dauphin, une sorte de dauphin, qui lui aussi soit capable de penser à des choses spirituelles, alors tout de suite, la définition de l'homme ne serait plus valable, on serait obligé de la changer en disant l'homme, c'est un hominidé ou un primate raisonnable, par opposition au dauphin raisonnable qui existerait et qui serait en concurrence, qui mettrait fin à la définition valide. Il s'avère que sur Terre, il n'y a qu'un seul animal raisonnable, c'est l'homme. Mais le jugement ne s'illusionne pas là-dessus. Parce que l'étiquette, elle est valable, mais elle est valable parce qu'il s'avère qu'il n'y a qu'un seul animal raisonnable. Et continuons en plus. La définition de l'homme par le côté raisonnable. En réalité, lorsqu'on regarde le monde animal, on s'aperçoit qu'il y a des raisonnements sensibles chez les animaux qui ne sont pas spirituels. Par exemple, lorsqu'un lion, avec son groupe, part à la chasse, et que telle situation se présente, eh bien, un raisonnement tacite, pratique se fait entre eux. À savoir, toi tu vas là-bas, te cacher, moi je vais poursuivre le troupeau, tu tendras une embuscade, et comme ça tu attraperas celui qui est faible, etc., parmi les proies qui se présenteront. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors que le lion est un animal raisonnable, en tout cas qui raisonne de manière pratique? Donc ça montre bien que mon jugement, il peut critiquer la définition que je viens de donner, et il serait beaucoup plus intelligent de définir l'homme comme un animal du genre primate et qui est doté de vie spirituelle. L'homme, primate spirituel. Voilà quelque chose qui serait beaucoup plus précis dans la définition. Mais encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions, le jugement montre que cette nouvelle définition que je viens de donner, elle ne dit pas tout de l'être humain. C'est le jugement qui est le maître
dans cette chose-là et qui va attribuer à l'homme bien d'autres choses. Le propre de l'homme, parce qu'il est spirituel, c'est aussi d'être capable de volonté libre. Donc pourquoi on ne pourrait pas définir l'homme comme étant un animal doté de volonté libre? Ce serait une définition tout à fait valable. Ce serait même une définition sans doute plus précise que animal raisonnable, puisque la volonté libre, c'est quelque chose qui descend du fait qu'on a une intelligence, la volonté n'étant que l'intelligence qui aime par un choix. La liberté, elle n'est pas possédée chez les animaux. Donc, cette petite démonstration manifeste que c'est le jugement qui va présider aux définitions et qui va les critiquer, toujours en rapport avec le réel. Je pourrais prendre un autre exemple. Lorsqu'on définit chez Aristote l'animal, le vivant plutôt, comme ce qui se meut, par opposition au monde non vivant qui ne se meut pas, qui est toujours mu. Et donc, si on oppose cette définition donnée par Aristote à une réalité que je peux juger, à savoir le feu. Le feu, il part d'une toute petite allumette. Il se nourrit tout seul, à partir de papier par exemple. Si une étincelle saute, produite par une branche qui a craqué, il se reproduit. L'étincelle va mettre le feu à un autre endroit. Il se meut tout seul. Il se déplace. Et les pompiers le savent bien quand un incendie de forêt se déclare. Et donc on le voit. Mon jugement sur le feu, qui n'est pas un être vivant, me permet de critiquer la définition d'Aristote qu'il donne du vivant. Et ceci manifeste encore une fois que Aristote, s'il est notre maître mort, le maître principal, c'est la réalité. Et c'est par le jugement que je vais atteindre la réalité. Alors ce deuxième exemple permet de critiquer ce qu'on appellerait les scolastiques au sens pur du terme. Ça veut dire que dans l'école scolastique, il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont des disciples soumis à saint Thomas d'Aquin, à Aristote, et qui vont, comme des élèves, répéter ces conclusions et les défendre par tous les moyens. Et puis d'autre part, il y a une autre école aristotélicienne et thomiste qui ne va pas répéter chacune des conclusions, mais qui va prendre l'esprit d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'esprit étant justement ce que je viens d'indiquer. Le réel est mon seul maître, et je l'atteins par le jugement. Alors ceux-là n'hésiteront pas, comme des élèves un peu dissipés, à critiquer des conclusions chez saint Thomas d'Aquin ou chez Aristote qui en philosophie seraient fausses, qui ne seraient plus conformes à ce qu'on a découvert par une meilleure approche du réel, par des jugements plus précis. La première école va évidemment être très choquée par la deuxième école en disant « Vous trahissez votre maître ». Mais la deuxième école, en réalité, je le pense, et en tout cas j'en fais partie, il me semble qu'elle est beaucoup plus fidèle au maître que ne l'est la première école, puisque le maître disait toujours « Votre maître, c'est la réalité ». Donc on le voit, encore une fois, pour être véritablement disciple d'Aristote et du réalisme, eh bien, son jugement doit toujours être ce qui préside, puisque le jugement seul a comme maître la réalité observée. Alors pour continuer et pour manifester l'importance du jugement, aussi bien le jugement d'existence que le jugement d'attribution, bref, le jugement qui atteint à la vérité, qui attribue et qui nie, et dont on peut dire ce jugement est vrai, ce jugement est faux, eh bien je voudrais montrer que le jugement, il préside aussi aux sciences, à toutes les sciences réalistes, à savoir à la philosophie dans ses 7 parties, mais aussi aux sciences modernes, que ce soit les sciences dures comme la physique, la chimie, la biologie, mais aussi ce qu'on appelle les sciences humaines, comme la psychologie, la sociologie. Tout ce qui caractérise ces diverses sciences que je viens de citer, c'est que toutes se veulent réalistes. Ça veut dire que toutes veulent rendre compte de la réalité du mieux qu'il est possible. Eh bien, je dirais que le jugement, il est là à chaque instant de ces sciences et c'est ce qui les caractérise. Au départ,
le jugement commence, le jugement donne le départ à ces sciences. En effet, à chaque fois, on part de l'observation du réel. Et quand on observe le réel, on l'observe de toutes les manières possibles. On l'observe par les 5 sens, c'est le domaine de l'expérience. Mais on l'observe aussi, actuellement, par ce qu'on appellerait l'expérimentation. Ça veut dire qu'on soumet le réel, qui est par les 5 sens observé de manière fragile. On le soumet à divers tests, des tests intelligents, comme par exemple le test en double aveugle quand il s'agit des sciences humaines. On soumet 1000 personnes à un médicament et 1000 personnes qui ont la même maladie à un placebo. Et on regarde les effets pour voir si véritablement le médicament guérit. Ça peut être aussi une expérimentation pour calculer la distance de la Terre à la Lune. On met sur la Lune un petit miroir, on envoie un rayon laser sur ce miroir et on calcule très exactement la vitesse qu'il fait pour revenir. Et on a au centimètre près la distance de la Terre à la Lune à tel instant. C'est une forme d'expérimentation. Le microscope est une forme d'expérimentation lorsqu'on observe soit un vivant tout petit comme un microbe qui se déplace sous le microscope, ou alors un vivant mort, donc une tranche d'un cadavre, pour observer comment il fonctionne. Eh bien, tout ce domaine-là, ce qui les caractérise, c'est qu'ils permettent de poser un jugement d'attribution ou de négation. Et donc, ils sont à la base de toutes les sciences. Mais ce n'est pas tout. Les sciences, elles cherchent à aboutir à un jugement plus profond pour comprendre la réalité. Eh bien, ce raisonnement qui permet d'aller plus loin dans la compréhension de la réalité, il aboutira à un nouveau jugement. Un jugement beaucoup plus profond. Eh bien, à chaque fois que c'est possible, on soumettra de nouveau ce jugement nouveau à l'observation. Et donc, on pourra dire que le jugement qui est au terme du raisonnement, lui-même, sera confronté par l'observation à la réalité pour voir s'il est conforme à la réalité. Alors, le mieux, c'est de donner un exemple à travers une science qui a été fort célèbre au XXe siècle, à savoir la science d'Albert Einstein, la relativité générale et la relativité restreinte. Eh bien, c'est typique d'une science réaliste ce qu'a fait Einstein. Il est parti, effectivement, de l'observation de la réalité, à savoir, la lumière, quelle que soit ma vitesse, a une vitesse stable, devant moi, derrière moi, quelle que soit ma propre accélération, au point que, même si je ne me déplaçais, par exemple, pratiquement à la vitesse de la lumière, et que je mettais devant moi un rayon de lumière avec une lampe de poche, eh bien le rayon de la lampe partirait devant moi à la vitesse de la lumière, et derrière moi, idem. Donc, la vitesse de la lumière est stable, c'est une constante, quelle que soit ma propre vitesse, quel que soit l'observateur, on l'appelle c. À partir de là, Albert Einstein a essayé de comprendre, et donc il a établi des raisonnements en mathématiques en se disant « Comment comprendre ce mécanisme ?» Et si je faisais varier la constante du temps, et aussi pourquoi pas faire varier la constante des distances? Pourquoi ne seraient-elles pas des variables? Il a abouti à des conclusions en mathématiques, donc évidemment c'est un langage que le philosophe ne comprend pas comme cela. Il faudrait qu'il s'y mette. Seulement, Albert Einstein, dans ses conclusions, en est abouti à des jugements sur la réalité. Et il a dit, en conséquence de mes raisonnements, la lumière doit paraître déviée à proximité d'un corps lourd. Et donc, pour vérifier mon raisonnement, il faut regarder, en 1905, une éclipse du Soleil qui est complète pour voir si par hasard, l'étoile Intel, qui va être située très près du Soleil, éclipsée, aura sa lumière qui semblera décalée par rapport à là où elle devrait être. Les scientifiques observèrent l'éclipse, ils constatèrent qu'effectivement, la lumière de l'étoile en question était décalée comme l'avait prévu la théorie d'Albert Einstein. Et c'est comme ça
qu'on la valida en disant « il a trouvé une vérité » puisqu'elle aboutit à des conclusions qui s'avèrent vraies et qu'on n'avait même pas observées auparavant. Alors le seul problème, et c'est là qu'on voit que, toujours pareil, le jugement est au début, au milieu et au terme de tous ces raisonnements réalistes, c'est qu'au cours des XXe siècles, on s'est aperçu qu'il y a eu certaines choses, certains jugements posés sur la réalité et que ne pouvait pas expliquer la théorie d'Albert Einstein. Comme par exemple le fait que l'expansion de l'univers s'accélère, alors qu'elle devrait soit être stable, soit ralentir légèrement. Mais aussi le domaine de l'infiniment petit, le domaine des quanta, qui ne s'explique pas par la théorie d'Albert Einstein. Ce qui veut dire que les scientifiques actuels, à cause de leur réalisme, et pressentant que une seule matière est en jeu là-dedans, donc une seule nature, eh bien ils essayent de trouver une explication unifiée, aussi bien aux phénomènes de l'infiniment grand, mais tous les phénomènes, sans exception, tout ce que le jugement peut atteindre, mais aussi les phénomènes de l'infiniment petit, tout ce que le jugement, de leurs expérimentations, peut atteindre. Et ils ont raison de chercher. En faisant cela, ils sont typiquement dans la méthode aristotélicienne, dans son esprit en tout cas. Il est évident que si Aristote revenait maintenant, eh bien, il serait un physicien nucléaire, il serait un biologiste. Il laisserait tomber sa recherche telle qu'il la faisait à son époque, sur beaucoup de points, puisque c'était une recherche qui n'avait pas assez d'instruments, qui n'avait pas non plus découvert l'expérimentation. Et il adhérerait de toute sa force au jugement réaliste actuel. C'est cela, la philosophie réaliste, et c'est cela, la prééminence, le caractère central du jugement dans la pensée. Alors, après avoir manifesté la grandeur et l'importance du jugement, il me reste tout de même à critiquer maintenant négativement le jugement, en me posant la question, est-ce que nos jugements atteignent la vérité? Eh bien, je répondrai qu'on peut donner deux sens à cette expression « atteindre la vérité ». Soit je veux dire par là que mon jugement posséderait la vérité, la comprendrait dans ses limites entièrement, maîtriserait la réalité. Et dans ce cas-là, c'est très faux, il ne faut pas se faire d'illusions. Mes jugements n'atteignent pas la vérité en ce sens qu'elles ne peuvent jamais la contraindre, la maîtriser entièrement. On atteint une surface des choses. Les choses sont tellement profondes. Il suffit de constater ce que c'est que simplement un atome, un simple atome d'hydrogène, qui est une réalité tellement primitive par rapport à ce que c'est qu'un être humain. Des centaines de milliards d'atomes devenus capables de penser, donc avec sans doute quelque chose qui n'est pas de l'ordre des atomes, l'esprit, qui est d'une autre nature, pas matériel. Eh bien, un simple atome, on ne sait pas ce que c'est. On peut le casser en de multiples particules que les grands accélérateurs actuels essayent de comprendre. Une théorie, en 2012, semble être la bonne, mais il nous manque la découverte d'une des particules, le fameux boson de Higgs, qui peut-être sera découvert et qui validera cette théorie. Mais même quand on aura validé cette théorie, le boson de Higgs, s'il est trouvé, il est lui-même divisible en plein d'éléments dont on ne connaît absolument pas la nature et que déjà certains scientifiques essayent d'élaborer, de chercher. On parle de théorie des cordes, de théorie des cercles, toutes sortes de choses. On cherche ce que c'est que cette énergie primordiale qui préside à la matière. Donc notre jugement ne peut pas maîtriser la réalité. Certains ont conclu que le jugement n'atteint rien du tout et que ça ne sert à rien de penser, que tout ça c'est le vent. C'est un peu ce que disait Platon. Il disait on n'atteint que l'apparence des choses. Et c'est aussi ce que disent les bouddhistes en disant que tout est illusion. Eh bien je pense que ces pensées-là exagèrent. Parce que mon jugement, s'il ne maîtrise pas la totalité de la réalité, il atteint quelque chose de la réalité. Ne serait-ce que l'existence. Et là je voudrais rejoindre un philosophe qui je pense a trouvé tout de même une vérité. C'était Descartes, quand il dit « Je pense, donc il y a une chose dont je suis sûr,
c'est que j'existe. Eh bien, il a tout à fait raison. Imaginons que, juste à l'heure de notre mort, lorsque nous mourrons, nous n'ayons plus du tout rien de physique, que nous ne voyions plus, nous n'entendions plus, mais que, planant dans un monde spécial, il y a une chose que nous gardions, c'est que nous pensons, nous continuons de penser. Imaginons que nous soyons devenus des espèces de pensées qui n'ont plus de corps. Eh bien, à cette époque-là, si c'est comme ça que ça se passe, ce qui ne semble pas être vrai, les morts témoignent plutôt qu'ils continuent de voir et d'entendre, mais en imaginant que c'est comme ça, alors nous saurions de manière absolument certaine que nous existons. Nous pourrions poser un jugement d'existence parce que nous continuons de penser. Je pense, c'est donc que je suis. Il a raison. Et donc là, nous poserions un jugement qui est vrai, qui atteint à une réalité particulière, la réalité la plus fondamentale de toutes, le fait que nous existons alors que notre corps aurait disparu. Eh bien, ce jugement-là, on peut le poser d'ores et déjà. Actuellement, chacun d'entre nous, nous pensons. Nous écoutons cette vidéo. Et donc, il y a une chose dont on peut être sûr, un jugement qui est absolument certain, c'est que nous sommes, nous existons. C'est une vérité. Donc, notre jugement atteint bien quelque chose de réel. Alors après, outre les jugements d'existence que le père Marie-Dominique Philippe développait avec tellement de force, il y a les jugements d'attribution. Est-ce qu'on peut dire avec vérité que je porte un pull noir? Je répondrai oui, mais ce jugement, il est moins certain, parce que la façon dont mes sens perçoivent la couleur de ce pull, eh bien, elle est peut-être tout à fait personnelle. Il y a là un jugement qualitatif où intervient aussi mon affectivité. Ceux qui trouvent ce pull de très mauvais goût le trouveront d'un noir sale. Ceux qui le trouvent au contraire très classe le trouveront d'un noir tout à fait adapté à un professeur de philosophie. Ce qui est certain par contre, c'est que dans l'image projetée ou dans le son de la voix entendue, si c'est en audio qu'on écoute cette conférence, eh bien, il y a un jugement d'existence certain. On entend un son et on voit un pull de couleur noire. Il est très important de sortir à ce niveau-là de la pensée de Descartes, qui lui mettait tout en doute, y compris ses jugements d'attribution. Ceci est un pull noir. Il disait « Qu'est-ce qui me prouve que je ne rêve pas ?» Et il l'établissait par un raisonnement qui passait par Dieu, un bon génie qui ne pourrait me tromper, l'existence de ce pull noir. Je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de procéder comme cela. Le jugement réaliste, c'est un jugement qui fait confiance aux sens de manière raisonnable. On sait fort bien que nos sens peuvent nous tromper, par exemple si on a bu de l'alcool ou si on est effrayé par une grande passion. Mais quand on est pied sur terre, calme, paisible, qu'on s'est frotté les yeux et qu'on regarde de nouveau cette image dans la caméra, on voit bien qu'il y a un pull noir avec des espèces de nuances dans le noir et on peut poser un jugement d'existence réaliste. Il y a donc fondamentalement une confiance critique certes, mais une confiance dans l'expérience, dans les 5 sens. Je dirais que Descartes, en cassant cette confiance de l'homme par rapport à ses sensations, par rapport à son expérience, en la cassant complètement, alors qu'il aurait juste fallu la critiquer, donc en allant si loin et en mettant un doute systématique. C'est lui qui a plongé la philosophie dans ce qu'elle est actuellement, à savoir une science que les scientifiques, enfin une discipline que les scientifiques regardent avec un léger sourire en disant qu'elle n'est pas vraiment sérieuse. Parce que les philosophes actuels ont peur de regarder la réalité. Pour eux, c'est dubitatif, c'est suspicieux de se pencher sur la réalité parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent l'atteindre. Les scientifiques, physique, chimie, etc., même les psychologues et les sociologues, ont résolument repris le train du réalisme. En tout cas,
dans les sciences dures, dans les sciences humaines, parfois, il y a véritablement la même crise qu'en philosophie. Lorsqu'on voit des facultés de sociologie qui sont fondées sur des hommes comme Bourdieu, qui visiblement ont une grille d'analyse idéaliste, fondée sur le marxisme, etc. Donc qui réduit la réalité à un système idéologique de sa pensée. Même chose en psychologie, lorsqu'on voit que encore maintenant, en 2010, il faut passer obligatoirement par la grille de lecture de Sigmund Freud, qui visiblement, même s'il a découvert des choses, est complètement à côté de la plaque de la réalité de ce que sont les enfants, qui confond sexualité, le fait d'être sexué, génitalité, etc., dans son langage et dans sa pensée. Eh bien, on voit bien que les sciences humaines n'ont pas retrouvé le réalisme des sciences dures. Je pense qu'à l'origine, comme mécanisme, il y a eu le doute systématique de Descartes, et ensuite il y a eu le fait de faire confiance tellement dans le génie de ses propres intuitions, qu'on en arrivait à ne plus revenir au réel. Finalement, la clé, elle est simple. C'est le jugement qui sans cesse revient au réel. Je dirais que toutes les déviations au cours de l'histoire, de la pensée, c'est quand on se quitte, on se sépare de ce maître qu'est la réalité et qui est atteinte à travers le jugement qui passe par les sens, par l'expérimentation et auquel on doit faire confiance. Donc si on peut, dans cette leçon, retenir cela, se souvenir que la clé, je dirais, la clé de toute la critique philosophique, qu'on appelle aussi la grande logique, à savoir cette dépendance au réel, elle est dans l'affirmation que le jugement d'existence, mais le jugement d'attribution aussi, sont forcément au commencement, mais aussi au milieu, et enfin au terme de toute la démarche. Parce que sans arrêt, au commencement, au milieu et au terme, on doit avoir en perspective la réalité, qui est la seule reine, la seule maîtresse de notre pensée. Alors, je crois qu'on a tout gagné et qu'on peut véritablement démarrer une démarche philosophique.